Nous allons ouvrir donc la présentation du réseau NEF et de ses missions. Donc aujourd'hui, moi je suis Aurélie Béosière, je suis la coordinatrice administrative. Et de l'autre côté, nous avons Julie Châteauneuf qui est sage-femme de coordination, Juliette Gimbert qui est chargée de mission et Manuela Briand qui est notre infirmière puère de coordination pédiatrique. Nous avons de l'autre côté aussi Sabrina Edini, notre seconde sage-femme de coordination. Elle arrive. Donc, je vais commencer par une présentation très générique et ensuite les filles poursuivront sur leur mission spécifique. Donc, le réseau NEF, c'est un réseau ville-hôpital qui correspond à 15 maternités et qui correspond à environ 30 000 naissances par an. Nous sommes le plus gros, un des plus gros, parce qu'il y a Paris également, réseau de santé périnatale en Île-de-France. On passera sur l'émission. Alors, qui sommes-nous ? Nous sommes une association de loi 1901 qui a été créée en 2012 suite au plan périnatal de 2005-2007 Humanité, Proximité, Sécurité, Qualité et au cahier des charges de 2015 sur l'harmonisation des missions des réseaux de santé de périnatalité. Et nous répondons au projet régional de santé qui est établi par l'Agence régionale de santé. Nous avons pour objectif d'améliorer l'articulation ville-hôpital, d'améliorer l'accès à l'IVG et de contribuer à réduire les inégalités sociales de santé. Nous sommes financés à 99% par l'Agence régionale de santé via du Fonds d'investissement régional et nous contractualisons avec eux un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Le réseau, c'est avant tout nos adhérents, qui sont des professionnels médico-psychosociaux du champ de la périnatalité travaillant sur le territoire du réseau, qui élisent un conseil d'administration ainsi qu'un comité médical scientifique. Le conseil d'administration élit un bureau et ce bureau gère du coup l'équipe de coordination. J'ai des petites questions en même temps. Qui a un rôle d'appui aux professionnels et aux usagers. Donc, on va vous présenter nos actions et nos missions. Donc, nous avons, puisque nous sommes issus du cahier des charges, nous avons des missions d'ordre national, donc le dépistage du trouble de l'audition, le dépistage anténatal de la trisomie 21, le parcours IVG et le suivi des enfants vulnérables. Et nous avons des missions d'ordre régional et local qui, du coup, correspondent à notre projet régional de santé, qui sont les repérages et la prise en charge des vulnérabilités, celle des violences faites aux femmes, la gradation des soins des pathologies maternelles, l'obésité et la périnatalité, la santé mentale et la périnatalité, le suivi des transferts unilatéraux, les soins palliatifs néonataux et l'allaitement. Notre objectif, c'est de faciliter le repérage et les orientations en fonction des situations du terrain. Nous travaillons avec des systèmes d'information et on collabore énormément entre la ville et l'hôpital. C'est vraiment notre cœur de métier. Donc concrètement, en quoi consistent nos missions ? Donc nous travaillons auprès des tutelles qui sont notamment l'Agence régionale de santé, où on a un rôle de veille et d'alerte sur les problématiques de l'offre. Vous n'êtes pas sans connaître les problématiques de ressources humaines que nous avons en ce moment, notamment sur les maternités. Donc on travaille, voilà, par exemple, sur ce rôle-là de remonter à l'Agence régionale de santé ces informations et dysfonctionnements qu'on a sur l'offre de soins, de contribuer donc à la politique régionale et nationale de santé, de participer à des groupes de travail. Les filles vous présenteront les différents groupes de travail que nous avons et de redescendre les informations qui reviennent de l'Agence régionale de santé. Auprès des professionnels de santé, donc nous avons des actions de formation, des informations de sensibilisation et de sensibilisation et de prévention, notamment via la newsletter, nos réseaux sociaux et d'autres événements que nous organisons. Des renforts de coopération, donc on va être vraiment sur des actions très localisées avec des animations de territoire, des groupes de travail et des journées thématiques. Un accompagnement méthodologique et opérationnel sur des projets qui peuvent être spécifiques sur notre territoire et harmoniser les pratiques, notamment via des protocoles et des outils de liaison et des annuaires. Auprès des usagers, c'est une action qui est vraiment très limitée. On travaille très, très peu avec les usagers.
On a en particulier le suivi et la coordination du parcours du suivi des enfants vulnérables et d'audition, où nous allons aller être en lien avec les parents ou les mères en devenir. Les orientations en cas de situation complexe et d'information et de sensibilisation via notre site Internet. Donc, comme je vous l'ai dit en présentation, notre réseau est issu d'un cahier des charges qui est national. Donc, vous avez ici les dispositifs spécifiques en périnatalité en France. On en est 22 à peu près. La seule particularité, c'est notre région, Île-de-France, puisque nous sommes découpés en départements du fait du nombre important de naissances. Voilà, donc en Île-de-France, nous avons 7 réseaux de santé périnatale. Donc, il faut savoir que on n'est plus censé s'appeler réseau de santé, mais dispositifs spécifiques régionaux. Mais nos noms sont très, très ancrés sur le territoire. Donc, on reste pour le moment au nom de réseau de santé périnatale. Donc, vous avez ce découpage-là. Vous voyez, le 77 a sa particularité, c'est qu'il est découpé en deux. Donc, le réseau NEF a le Nord 77 et Périnatif Sud a le 77 Sud. Et on travaille en étroite collaboration pour harmoniser sur ce territoire-là. Et on a 4 dispositifs régionaux qui sont particuliers. Vous avez le REVO, qui est donc le réseau entre la ville et l'hôpital pour l'orthogénie, donc l'accès à l'IVG. Solipam pour la précarité maternelle. Le REPSOF ASNR, qui est le réseau avec lequel nous collaborons énormément aussi sur le suivi des enfants vulnérables, et DAPSA, qui est le dispositif d'appui à la périnatalité et aux soins ambulatoires, qui est très actif sur le réseau 77. Donc voilà, en Île-de-France, nous représentons 23% des naissances françaises, donc ce qui est énorme. Et voilà, pour vous représenter un peu plus particulièrement notre territoire. Donc, on est extrêmement implanté historiquement sur le 93 et le Nord 77 depuis quelques années, où on travaille à harmoniser ces actions-là entre le 93 et le Nord 77, même si les problématiques ne sont pas toujours les mêmes. Donc voilà, sur les chiffres, je les ai présentés au tout départ, nous avons environ 30 000 naissances par an, 15 maternités, et je ne vois plus le bas. Je peux passer à la suite, Jules. Et enfin, pour vous présenter donc l'équipe du réseau, donc nous avons 2 pôles, le pôle santé de la femme et périnatalité, donc avec les sages-femmes coordinatrices que nous avons présentées, ainsi que Sophie Villade qui est chargée de mission sur un projet obésité qui est localisé sur le CH de Saint-Denis, Sylviane Bourquet qui est une assistante de coordination qui s'occupe de ce pôle ainsi que du pôle administratif. Et sur le pôle suivi des enfants vulnérables, nous avons un pédiatre coordinateur, Michel Manière, Manuela que je vous ai présenté, Nadège Dianka qui est chargée de mission sur le suivi des enfants vulnérables ainsi que sur la mission SOS Allaitement dont on vous parlera tout à l'heure, et Céline Choumi et Badia Radramé qui sont nos assistantes de coordination. Et je laisse la parole à Julie. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Julie Châteauneuf, une des 2 sages-femmes coordinatrices du réseau. Donc, je vais vous présenter, nous, les missions du côté santé de la femme et périnatalité. Si la diapo suivante veut bien passer, nickel. Donc, alors, vraiment, l'objectif d'un réseau de santé, ça va être d'améliorer la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés en améliorant le dépistage et l'orientation. Donc, on vient vraiment en appui aux professionnels de santé et on ne va pas avoir d'action de soins. Pour ça, un réseau de santé et pas un réseau de soins. Donc, alors, sur les parcours de grossesse, notre but, c'est d'accompagner, d'améliorer ces parcours en facilitant le repérage, l'orientation, améliorer la prise en charge des grossesses à risque, renforcer la coordination entre les professionnels et des hôpitaux et de la ville. Donc, la ville, c'est la PMI, les libéraux, les centres municipaux de santé. Développer la formation. Alors, par exemple, on essaye une fois par an d'organiser une formation qui s'appelle Suivi grossesse et regards croisés. C'est une formation en local, donc avec, là par exemple, cette année, on l'avait organisée sur Montfermeil.
L'année prochaine, notre but, c'est de le faire avec, sur le 77, le Nord 77. Donc, c'est une formation qui réunit tous les acteurs médicaux, non médicaux qui travaillent dans le champ de la périnatalité, dans le but de croiser les regards, comme le dit le titre de la formation, de découvrir les expertises de chacun et de proposer une prise en charge globale des patientes. Donc, c'est le genre de formation qu'on peut proposer au sein du réseau. Ensuite, d'autres formations qu'on fait au titre du réseau, ça va être la formation réanimation du nouveau-né. Là, on attend de prochaines dates, analyse du rythme cardiaque fœtal, et on reverra toutes les autres formations. Mais vraiment, voilà, dans le but d'accompagner les parcours de grossesse et d'harmoniser les pratiques sur tout le territoire. Ensuite, organiser l'accueil et l'accompagnement des patients dans le parcours et assurer une meilleure continuité, coordination et qualité des soins et orientation. Donc, et là, et je vous le dis, hein, c'est un renforcement des réseaux de proximité et de la coordination ville-hôpital, ville. Encore une fois, c'est les libéraux, les centres municipaux de santé et les PMI. Donc moi, je vais continuer sur l'EPP. Donc, je suis Juliette Gimbert, je suis chargée de mission EPP et santé mentale. Donc, en Seine-et-Marne, l'EPP, c'était en 2020 36,75% des femmes. Il est devenu obligatoire en 2020, donc les chiffres ont un peu augmenté, avec un objectif fin 2022 que 61,89% des femmes aient bénéficié de cet entretien. Donc, l'entretien prénatal précoce, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet entretien, c'est l'entretien auparavant appelé l'entretien du 4e mois. C'est un entretien dont peuvent bénéficier toutes les femmes enceintes pendant leur grossesse pour parler de leur grossesse sur un plan qui ne va pas être le plan purement médical. Et donc, nous avons constitué un groupe de travail qui lui permet d'identifier les freins à la mise en place de l'EPP, d'engager des réflexions sur des outils innovants et d'améliorer le codage. Donc, pour le moment, on s'est réunis une fois, on va avoir une autre réunion. Donc, si vous êtes intéressé par ce groupe de travail, vous pouvez tout à fait nous rejoindre à ce groupe. Et puis, on est également... on peut former aussi les professionnels de santé. Donc, on va avoir une nouvelle formation à l'EPP qui va être mise en place en 2023, qui est la formation à la cartographie Urking, avec aussi un projet de formation au socle régional peut-être plus tard avec les autres réseaux d'Île-de-France, éventuellement avec un module complémentaire pour une mise en pratique et des orientations des ressources intra-réseau. C'est quelque chose qui a déjà été initié en début d'année avec des webinaires de sensibilisation par les réseaux de santé franciliens. Et puis à venir, on pourra engager un travail sur l'entretien post-natal précoce qui est devenu obligatoire au 1er juillet 2022 et donc en complémentarité de l'entretien prénatal précoce. Alors ensuite, une de nos autres missions et qui est commune avec l'ensemble des autres réseaux franciliens, c'est la mission IVG, donc interruption volontaire de grossesse. Donc là, on va travailler, alors je crois qu'il y a, et voilà, encore des animations sur les diapos. Ouais, je vérifiais juste qu'on était au bout. Donc, on va travailler en lien avec l'autre réseau de santé, REVO, pour donc assurer une permanence d'accès à l'IVG et de s'assurer aussi de l'offre de soins qu'il y a sur le territoire. Donc voilà, on est appelé en fait très régulièrement par des professionnels de santé ou par des usagers sur la problématique de l'IVG pour les aider et pour bien les orienter. Ensuite, pour tout le volet formation, convention, ville, hôpitaux et centres de santé et hôpitaux, c'est REVO qui s'occupe de ça. Une autre de nos missions principales et communes avec l'ensemble des autres réseaux de santé, c'est sur le dépistage de la trisomie 21. Donc, lors d'une grossesse, au premier trimestre de la grossesse, on va vous proposer le dépistage combiné de la trisomie 21, donc qui passe par une prise de sang et une échographie, donc à réaliser au premier trimestre de grossesse. Tous les échographistes ne peuvent pas réaliser cet écho. Ils doivent avoir un numéro d'agrément et donc ça, c'est le rôle du réseau de leur délivrer le numéro d'agrément et
aussi de s'assurer de la qualité de leurs clichés. Donc, alors évidemment, pour mener à bien cette mission, on a une commission des échographistes pour donc vérifier en fait que les pratiques sont optimales. Donc voilà, le rôle du réseau sur cette mission, donc c'est l'adhésion des échographistes. À chacun, on leur délivre un numéro personnel d'identification et donc qui va vraiment être personnel et qui ne peut pas être partagé avec un autre échographiste. On va maintenir à jour un annuaire de tous les échographistes qui vont être présents sur notre territoire, donc le 93, le Nord 77, et on assure un contrôle qualité via donc, le critère des MOM. Donc là, en 2020, à titre d'exemple, il y avait 14 000 échos qui étaient réalisés du premier trimestre qui étaient réalisés sur notre territoire avec 112 échographistes identifiés. Et la MOM, donc c'est ce qui permet de savoir si les clichés sont optimales ou pas. La MOM s'améliore sur notre réseau. Ensuite, une autre des missions principales de NEF et de l'ensemble des autres réseaux de santé, c'est le repérage des troubles de l'audition. Notre mission, donc toujours une mission qui est missionnée par l'ARS, on va s'assurer de l'exhaustivité des tests de dépistage de l'audition qui sont réalisés en maternité et en néonat. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc, quand les enfants naissent, on leur réalise un test auditif, donc en mater et en néonat. Et pour tous les enfants qui vont sortir de la maternité avec des tests qui ne vont pas être concluants au niveau des 2 oreilles, ils vont devoir avoir un rendez-vous de contrôle. Donc, nous, le travail du réseau, c'est vraiment de s'assurer, de rappeler tous les parents de ces enfants et de s'assurer qu'ils aient bien un rendez-vous de contrôle. Ensuite, une autre de nos missions est évidemment de s'assurer du suivi ensuite du contrôle derrière et du parcours de ces enfants. Ensuite, une autre de nos missions, dans le cadre de cette mission, ça va être la gestion de l'annuaire des ORL. Donc, pareil, l'offre de soins sur notre territoire et de communiquer, de faire le lien entre eux avec les institutions et les professionnels de terrain. Et on se charge également de la formation. Sur la partie vulnérabilité, dans tout ce qui est santé mentale, on a plusieurs groupes de travail donc, qui sont en lien avec notre contrat annuel d'objectifs et de moyens et le PTSM du 93. Donc là, on est sur le 77, mais on a préféré mettre en lien toutes nos actions avec celui du 93 parce qu'il y a un volet périnate, mais tout peut être en lien avec ça sans que ça soit gênant. Donc, on a un groupe de travail sur les IMG psychosociales qui a été débuté il y a 3 ans maintenant. Donc, au départ, les IMG psychosociales n'étaient réalisées qu'à l'hôpital de Saint-Denis. Et puis, grâce à ce groupe de travail, on a pu mettre en place plusieurs parcours dans d'autres maternités. Et donc, l'objectif, c'est de discuter de cas qui ont été réalisés dans les maternités pour interruption médicale de grossesse pour IMG. Donc des interruptions médicales de grossesse qui ont été réalisées dans des maternités du territoire. Et puis, l'objectif, c'est de créer des parcours dans d'autres maternités du territoire et puis de discuter, en fait, de situations dans ce groupe de travail. Un autre groupe de travail, c'est le groupe de travail de psychopathologie périnatale, donc, qui est en place depuis plusieurs années, copiloté par 2 psychiatres de notre réseau. Et donc, les objectifs de ce groupe de travail, c'est d'abord d'apporter une expertise sur les thématiques qui sont en rapport avec le volet de la psychopathologie périnatale, de porter à l'échelle des actions qui sont à mettre en œuvre sur les problématiques observées par des professionnels dans le champ de la psychopathologie périnatale sur le territoire, de travailler sur les objectifs du réseau, donc l'entretien prénatal précoce, la dépression périnatale, et puis de mettre en place tous les 3-4 ans à peu près sur une thématique dans le champ de la psychopathologie périnatale, des journées thématiques. Donc l'année dernière, il y a eu la journée bébé en souffrance qui a été mise en place
Et puis, il y a d'autres choses qui ont été réalisées, comme le guide parentalité fragilisée, pardon. La refonte du site avec une page qui a été dédiée à la psychopathologie périnatale, avec un schéma d'aide à la décision, et puis tout ce qui est le repérage de la dépression périnatale, avec l'échelle EPDL en ligne qui est disponible en plusieurs langues sur notre site. Et puis, tout ce qui est les groupes de travail, donc le groupe de travail EPP dont j'ai déjà parlé tout à l'heure qui a été mis en place, et un deuxième groupe de travail sur la dépression périnatale qui va se mettre en place d'ici la fin de l'année, dont le premier objectif est d'améliorer le repérage et la prise en charge des dépressions périnatales, auxquelles vous pourrez, si vous êtes intéressé, vous joindre. Donc, c'est ouvert à tout le monde, tous les professionnels qui souhaitent se joindre à ce groupe de travail et qui souhaitent travailler sur la thématique de la dépression périnatale. Et le guide, vous l'avez en libre accès sur notre site, et pareil, le schéma d'aide à la décision. Donc, dans le guide, vous avez vraiment toute l'offre de soins sur le territoire. Et on transmettra le PowerPoint, donc comme ça, vous aurez les liens. Voilà. Prenez pas de notes, on vous transmettra tout ça. Alors ensuite, notre autre mission, dans le cadre des vulnérabilités sur la thématique, donc violences faites aux femmes. Donc, on va avoir vraiment deux missions, un côté maternité, hôpital. Donc, on a des référents, on se réunit une fois par an avec les référents des maternités. On se met en lien avec les unités d'accompagnement personnalisé. C'est des unités où il va y avoir un suivi de grossesse de patientes vulnérables. Donc, dans les vulnérabilités, il y aura donc les violences faites aux femmes. Donc, nous, on travaille avec ces différentes unités. Voilà, donc on accompagne en fait les maternités sur différents projets. Alors, par exemple, la maternité des Lilas, eux, donc on est en train de faire en ce moment une enquête, un peu un état des lieux, des connaissances auprès des professionnels de santé. Et ensuite, on va faire une enquête sur le dépistage systématique des violences. Donc, on va demander à tous les consultants au sein de la maternité de poser la question en systématique à leurs patientes. Et on va voir s'il y a plus de violences qui sont dépistées. Donc, c'est vraiment le genre d'exemple où on peut accompagner les centres sur la thématique des violences faites aux femmes. Évidemment, il y a tout le volet formation. Donc, moi, par exemple, je peux faire des sensibilisations au niveau donc sur 2 heures, 3 heures auprès des professionnels de santé, donc, qui travaillent aussi, évidemment, dans le champ de la périnatalité. Et ensuite, on a nos formateurs, donc surtout Mathilde Delépine, c'est une sage-femme qui travaillait, parce que maintenant elle est partie, mais à la Maison des Femmes. Et donc, elle nous fait toute une formation sur une journée et elle forme donc les professionnels de santé. Donc voilà, ça c'est le travail qui est fait au sein des maternités. Et là maintenant, depuis 1 an, on a ouvert cette mission sur les villes et on travaille. Et donc oui, au sein des maternités, on a travaillé, je ne sais pas si je vous le mets après, mais sinon ça je pourrais vous le mettre, c'est accessible et pareil sur notre site internet, mais par centre, on a travaillé sur un annuaire qui est visible en fait en fichier, enfin en feuille A4, avec toutes les ressources qu'on peut retrouver en interne, donc est spécifique à chacune des maternités. Et donc là, depuis 1 an, on a ouvert cette mission sur la ville, donc sur le 93 d'abord, et on commence à le travailler aussi sur le Nord 77 avec les centres de référence, enfin les maternités. Donc pareil, on travaille donc sur la formation, former les professionnels de ville. Là, on a eu beaucoup de formations sur le Nord 77, à Coulommiers, Marne-la-Vallée et Tournan. Et ce travail, pareil, d'annuarisation a débuté. Donc, l'annuaire, en fait, ça va comporter en interne sur la maternité de référence et ensuite en ville, donc les PMI, les associations, les ressources juridiques, le commissariat de référence avec l'intervenante sociale qui va être spécialisée sur la question des violences faites aux femmes. Donc voilà, et pareil, donc on est aussi en tant que réseau de santé appelé pour des orientations de patientes sur la thématique des vulnérabilités, donc sur la psychopathologie périnatale, sur les violences faites aux femmes. Le suivi des nouveau-nés vulnérables, vous en avez peut-être déjà un petit peu entendu parler. J'ai vu qu'il y avait des professionnels de la PMI qui connaissent déjà un petit peu.
Voilà, donc il faut savoir qu'en fait, dans tous les réseaux de santé, en fait, France, il y a un réseau de santé en périnatalité, évidemment. Il y a un dispositif de suivi pour tous les nouveau-nés, en fait, qui sont à risque de présenter des troubles du développement en lien avec leurs circonstances de naissance. Donc, en fait, ça va concerner qui? Ça va concerner tous les enfants qui naissent avant 33 semaines d'aménorrhée. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. En gros, c'est à partir de 6 mois de grossesse. Voilà. On va inclure, en gros, entre les enfants qui sont entre 24 et 33 semaines de prématurité. Les très petits poids de naissance, hein, donc les enfants qui naissent au-delà des 33 semaines, avec un poids, ce qu'on appelle un poids au troisième percentile ou à 1500 grammes, donc ça fait très petit, comme vous pouvez vous imaginer. Les anoxies périnatales, ce sont tous les enfants qui auront des grosses souffrances cérébrales à la naissance, pour lesquelles notamment il y aura eu besoin de ce qu'on appelle un protocole d'hypothermie. Voilà, je ne vais pas un peu rentrer, mais en gros, c'est les enfants qui ont eu des gros soucis en fait, à la naissance sur le plan hémorragique au niveau du cerveau. Et puis, toute autre pathologie périnatale susceptible d'altérer le développement, ça va être notamment les infections néonatales à CMV, les méningites bactériennes, voilà, et puis les co-jumeaux du groupe 2, c'est-à-dire que ça arrive très souvent dans les grossesses où il y a des jumeaux, qu'il y a un très petit poids de naissance et un autre qui est un peu plus gros, mais on va quand même inclure le co-jumeau, parce qu'on sait très bien que la famille viendra avec les deux enfants, et parfois, c'est même parfois le co-jumeau qui va un peu moins bien. Donc, en fait, en fonction de ces critères-là, on va proposer à la famille, au sortir de la néonate, une inclusion dans notre dispositif de suivi. Voilà. L'objectif, c'est quoi? C'est d'améliorer leur qualité de vie. L'idée, c'est de les suivre jusqu'à leurs 7 ans et de repérer le plus tôt possible s'il y a un décalage qui apparaît dans leur développement et de prévenir ainsi les risques de handicap, ou en tout cas d'essayer de les réduire. Voilà, parce que malheureusement, parfois, on ne peut rien faire. Voilà, donc l'objectif du réseau, c'est également de faciliter l'accès et la continuité des soins, limiter les pertes de vue. Et puis, dans l'idéal, mais c'est de moins en moins le cas, malheureusement, c'est de permettre une prise en charge de proximité globale et adaptée. Pour ce faire, en fait, on travaille avec les pédiatres, les pédiatres de néonat, hein, ce sont eux, dans la majorité du temps, qui suivent ces patients, mais aussi des pédiatres de ville, des médecins de PMI, et puis des médecins maintenant, un peu de CMS pour le 93, mais un petit peu moins dans le 67, parce que ça n'existe pas. On a un dossier informatisé, mais ça, je vais vous en parler un petit peu après, mais on travaille également avec tous les autres professionnels qui sont amenés à suivre ces patients. Donc, ça va être les PMI, forcément, les CAMS, ça peut être aussi les kinés, les orthophonistes, les psychomotes. Dans l'idéal, c'est de pouvoir en fait améliorer la coordination des soins autour de ce patient entre tous ces professionnels. Voilà. Donc, pourquoi ce suivi? Vous imaginez bien qu'en fait, il peut y avoir des troubles inhérents à la prématurité, mais c'est surtout ce qu'on observe de plus en plus là, ce sont des troubles neurodéveloppementaux qui sont d'augmentation. Ça va être tout ce qu'on s'appelle des troubles de la coordination motrice, ça va représenter 10 à 15% de ces patients, des déficits mentaux globaux 5 à 15%, des troubles du langage oral, 25 à 30% des gens qui ont des retards de langage, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Connaissez les délais d'attente pour avoir des prises en charge en orthophonie. Donc, plus tôt on prévient, mieux c'est, parce que moins ça aura un impact derrière, par exemple, sur la scolarisation de l'enfant. Et ça va pouvoir vous permettre, si on peut anticiper le plus tôt possible une prise en charge ou organiser son parcours à l'école avec des professionnels, une AVS, tout ça le plus tôt possible, ça va pouvoir permettre à tout le monde de mieux, à la famille déjà de pouvoir se réinsérer, parce que l'enfant il peut commencer l'école, à l'enfant de trouver sa place aussi à l'école, de ne pas se sentir mis à l'écart, voilà. Et voilà, donc on a aussi tout ce qui est troubles de l'attention, troubles des apprentissages, ça doit vous parler. On a quasiment un tiers de nos patients qui vont être concernés par ces troubles-là, des troubles du comportement 20% et troubles du spectre autistique, tout ce qui est autisme 3 à 4%, ce risque peut même être augmenté par 20 si on a un autre handicap associé. Voilà, donc nos médecins, nos équipes sont formés à détecter ces troubles-là le plus tôt possible, parce qu'il y a des prémices qu'on peut voir très tôt en fait sur ces troubles-là. Comment ça se passe? Donc, en fait, donc, comme je vous l'ai dit, donc, toutes les inclusions se font en néonat. La plupart du temps, ce sont des patients qui sont hospitalisés en néonatologie. Voilà, donc vous avez vu un peu la cartographie des néonates avec Aurélie tout à l'heure. Donc, nous, on récupère tous les dossiers qui sont créés auprès des familles, soit en les récupérant directement sur place, soit on nous les envoie. Et par la suite, il faut savoir, notamment le professionnel de PMI, qui voyaient les familles après. Nous, on envoie systématiquement aux familles, une fois que le dossier est créé,
un courrier qui confirme à la famille que leur enfant est bien inclus avec le nom du médecin qui suivra l'enfant. Voilà. Et on envoie aux familles un calendrier prévisionnel des consultations. Donc, le suivi, alors, le suivi, ça sera une consultation à 4 mois d'âge corrigé, 9 mois d'âge corrigé, 1 an d'âge corrigé, 18 mois d'âge corrigé, 2 ans d'âge corrigé. Puis ensuite, c'est une visite tous les ans, à chaque âge anniversaire jusqu'aux 7 ans. Donc, au total, 10 visites. C'est uniquement ces visites-là. Parfois, malheureusement, les familles s'attendent à plus. Mais vous savez que, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre âge corrigé et âge réel. L'âge corrigé, c'est l'âge qu'aurait l'enfant s'il était né à terme. Donc, on va attendre d'avoir cet âge-là de développement pour observer si le développement de l'enfant, il est conforme à ce qu'on attendrait d'un enfant à l'âge-là, tout simplement. Et donc, si on voit qu'il y a un décalage, là, on va essayer de mettre en place soit de la psychomote ou de la kiné en fonction de ce qu'on peut observer chez l'enfant pour essayer d'accompagner la famille et l'enfant dans soit réduire les troubles, soit les accompagner pour ce qu'on peut faire pour la suite. Voilà. Donc, c'est jusqu'à 2 ans des visites qui sont assez proches et puis ensuite, c'est assez espacé. Et la famille, à côté de ça, doit forcément avoir un suivi avec un médecin pédiatre de ville, par exemple, et puis ou la PMI pour les vaccins et tout ça, parce que ce sont vraiment des visites de suivi neurodéveloppemental. Voilà. Le médecin, comme je vous l'ai dit, pouvait être soit hospitalier, ça peut être aussi des médecins de PMI ou de ville, et dans ces cas-là, évidemment, le pédiatre de ville peut aussi être le médecin pilote de l'enfant, et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Tous les dossiers des enfants, ça c'est important, il est informatisé sur un dossier qui s'appelle IJSEV et qui est commun à tous les réseaux d'Île-de-France. Donc, tous les patients d'Île-de-France utilisent IJSEV, sont sur IJSEV et ont le même type de consultation. Donc, ce sont des consultations qui sont normées. Voilà, et à chaque fois, on va évaluer et scorer, entre guillemets, le développement de l'enfant. Voilà. Voilà, donc en gros, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, IJSEV. Et voilà, donc là, c'est tous les partenaires qui peuvent être autour du même enfant, pour lequel nous, le réseau, on va pas recevoir les enfants, ça c'est certain. Nous, on va vraiment plutôt être on va accompagner le médecin pilote pour être le chef d'orchestre un petit peu de ce suivi-là. Parce que voilà, il y a plusieurs suivis qui peuvent être possibles avec une psychomote, avec un kiné, avec un orthophoniste, il y a l'ophtalmo, l'ORL, la PMI, le généraliste, les CAMS, les CMP, CMPP, PCO, évidemment, tout le monde n'est pas forcément à chaque fois, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Parfois, la famille, on comprend, peut être perdue. Donc, l'objectif du médecin pilote, c'est de coordonner un petit peu tout ça, de récupérer tous les bilans. Et nous, on peut aider le médecin pilote dans l'organisation de ce suivi-là. Voilà. Et les psychomotes, les kinés, les orthophonistes peuvent avoir accès au dossier JSEV. Même certains CAMS ont accès, ce qui permet le partage des données, voilà, avec toujours évidemment l'accord de la famille. Voilà, alors quelques chiffres. Là, actuellement, vous avez vu, on a une petite équipe de 4 maintenant. On a comme une file active de 3800 patients. Donc, ce qui veut dire qu'évidemment, on peut pas, on ne reçoit pas les familles, on ne peut pas faire du suivi dossier par dossier. Voilà, là, actuellement, on a sorti 1597 enfants du réseau depuis le début, parce que le suivi est terminé ou ils ont déménagé. Pareil, si l'enfant déménage, n'hésitez pas à nous prévenir. Vous avez cette info, parce que nous, on pourrait organiser le suivi en fait, dans un lieu plus proche du domicile quand il part en province ou même en Île-de-France, qui est quand même très facilitant pour les familles. On inclut habituellement entre 550 à 600 patients par an. L'année dernière, effectivement, on a moins inclus, mais du fait de la fermeture de certaines néonates, certains lits néonates en tout cas, on a perdu un certain nombre de patients. Voilà. Et pour vous montrer le 77, voilà, on est entre 150 à 170 patients. Voilà. Les plus gros centres, ça va être évidemment Meaux et puis Jossigny. Et la plupart de nos patients, ça va être les enfants de moins de 33 semaines et moindre inférieur, plus petits, voilà, 9%, ça va être les retards de croissance, les petits poids. Voilà. Les plus gros, le plus grand nombre de patients qu'on suit, c'est les grands prémains. Alors, juste pour vous montrer le taux de suivi, vous voyez, au début, déjà, on a perdu 15% de nos patients, mais malheureusement, à 7 ans, on est quasiment plus qu'à 15% de visites faites. Donc, nous, on compte vraiment sur vous. Quand vous avez cette info, vous vous demandez si l'enfant n'est pas dans le réseau, d'interroger la famille, s'il a bien ses visites de suivi. Réseau, n'hésitez pas à nous réorienter des familles si vous en voyez, parce qu'on a beaucoup de familles qui lâchent des cours, qui ne comprennent pas l'intérêt d'un suivi sur le long cours. Alors, comme vous voyez, les troubles neurodéveloppementaux sont en augmentation, et pour le coup, les troubles du langage, les troubles, ce qui va être dysorthographie et tout ça, on va le voir vraiment quand l'enfant, il aura 4 ans, 5 ans, et c'est souvent là un moment où les familles vont lâcher, alors que ça va avoir un très grand impact, notamment sur la scolarité. Et dans l'idéal, c'est vrai que si ça peut être repéré plus tôt pour pouvoir prendre en charge ça le plus tôt possible,
et éviter les mauvaises répercussions par la suite, c'est l'idéal. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller, voilà, et puis on essaiera de nous réajuster au mieux et puis de voir ce qu'on peut faire avec la famille et l'enfant. Voilà. Donc, sachant que nous, bon, voilà, on essaye de rappeler les familles, maintenant on envoie des SMS de rappel, on met en place pas mal de process pour essayer d'améliorer ce taux de suivi. Le nombre de médecins pilotes, donc malheureusement, hein, on n'est plus qu'à, même là, on n'est même plus qu'à 80 médecins pilotes. C'est plutôt l'hôpital public qui suit 70% des patients. En libéral, on est à 20% de suivi, mais ce chiffre-là a tendance à plutôt baisser parce qu'on a moins en moins de pédiatres. Le peu qui reste, leur proposer des visites de 3/4 d'heure alors qu'ils n'ont que 20 minutes pour des consultations, c'est compliqué. À noter quand même que la PMI 77 participe très largement comme à ces dispositifs parce qu'ils suivent quand même 49 patients pour 3 médecins. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Les médecins pédiatres libéraux dans le 77, on a 271 patients qui sont suivis. Et puis, bon, à nos 3 centres, 766 patients. Donc, on a quasiment 30% de la file active qui est suivie dans le 77. Voilà, mais on a malheureusement quand même pas mal de patients qui n'ont pas de suivi. Donc, on peut mettre parfois du temps à donner un médecin pilote si l'enfant n'est pas suivi à l'hôpital. Là, on a à peu près 200 patients qui n'ont pas de suivi actuellement. Donc, c'est très compliqué pour nous. Donc, on est justement en train de mettre en place des actions pour essayer de trouver des solutions. Voilà. Les actions transversales. Alors, Aurélie, tu veux le faire? Oui, tu peux le faire aussi. Donc, nous avons, il y a un écho, je ne sais pas pourquoi. Attends, peut-être parce que tu peux cliquer dessus. Voilà. Après une belle animation. Nous avons un projet qui est régional depuis le 1er janvier 2022 sur le dispositif d'accompagnement, d'écoute à l'allaitement en Île-de-France. C'est un numéro vert gratuit disponible les soirs et week-ends. L'objectif, c'est de pallier l'absence de disponibilité des professionnels de santé de proximité sur l'écoute et les conseils qui peuvent être donnés sur l'allaitement. Voilà, donc tous les réseaux de santé de périnatalité participent à l'animation de ce numéro vert. Nous recherchons des écoutants. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour suivre des formations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour participer à ces écoutes. Vous avez plusieurs informations dessus. Et si vous proposez des consultations en lactation, n'hésitez pas aussi à vous signaler parce que nous avons un territoire qui est assez pauvre sur cette question et donc il peut être parfois difficile d'orienter les écoutants sur des consultations spécialisées. Alors, bon, on arrive à la seconde partie de l'année, mais on a toute une offre, comme on l'a dit, de formation. Je te laisse, Julie, la présenter. Et alors, du coup, sur le côté obstétrique, donc vraiment, en fait, c'est à la demande, c'est audition, violence faites aux femmes. Donc, pareil, hein, ça peut être sur l'audition des sensibilisations, qu'on vienne à la rencontre des équipes, voilà, et qu'on vienne aussi avec les fournisseurs des matériels, des appareils de dépistage. Et violences faites aux femmes, donc idem, hein, sensibilisation et donc sur 2-3 heures et les journées de formation. Analyse du rythme cardiaque fœtal, on prévoit d'en faire une sur la fin de l'année. Et réanimation du nouveau-né, on attend encore des dates. Elles ont lieu en général, alors, soit sur le site de Meaux, soit sur le site de Montreuil. Là, il y en a une pour la fin de l'année. On est encore en attente de date, mais on espère pouvoir en réorganiser une. Donc, spécifique 93, spécifique 77, hein, c'est suivi de grossesse, regard croisé. Là, je vous ai dit sur 2023, on va vraiment essayer il faut absolument qu'on en fasse une sur le Nord 77 avec en hôpital de référence l'hôpital de Meaux. Ensuite, femmes enceintes, environnement et santé, ça c'est en fait un peu en pause sur la fin 2023, sur la fin 2022, parce qu'en fait, ils ont très très peu de gens qui s'inscrivent à leur formation. Donc là, on vous a pas du tout mis à jour, parce que bon, le mois de mars, c'est passé, donc ça ne vous intéressera pas. Mais ils doivent nous fournir des prochaines dates sur la fin 2022.
Donc, on voulait mettre un sur le site internet. Pareil, sur le 77, on avait une journée de formation le 22 septembre sur alcool et grossesse. C'est pareil, qui a été annulée parce qu'il y avait peu d'inscrits. C'est vraiment des sujets alcool, grossesse, femme enceinte, environnement où c'est difficile de mobiliser les professionnels. Donc, à chaque fois, c'est des séances qui sont annulées. Ensuite, sur régional, donc on avait organisé, mais c'est passé les webinaires sur l'entretien prénatal précoce. Et là, sur allaitement et écoute, il va avoir lieu le 6 octobre. Ah oui, je crois que c'est ça. Tout à fait. La session est complète là, pour cette année, mais il y en aura en début d'année prochaine. Voilà, mais de toute manière, c'est vraiment pour vous donner des exemples de formations qu'on organise. Et donc, à venir, comme Juliette vous disait, sur l'entretien prénatal précoce. Ensuite, on prévoit aussi sur la dépression périnatale, sur l'éducation thérapeutique. Et bref, n'hésitez pas à nous faire part de vos idées et de vos suggestions. Et on arrive encore une fois à passer. Voilà, il y a aussi une spécificité de notre réseau. On organise depuis 1 an des webinaires. Donc, ça s'appelle un café, le réseau et vous. Donc, une fois par mois. Donc, c'est un webinaire en général sur l'heure du déjeuner. On a eu un peu de mal à voir sur les heures du soir. Donc, on organise voilà, sur différents thèmes. Donc, on a fait prévention de la surexposition aux écrans, l'aide sociale à l'enfance pour les nuls, le dossier MDPH, Covid grossesse, les mutilations sexuelles féminines. On a fait l'inceste aussi. Ouais. Et tous les replays sont disponibles sur notre site internet avec la documentation. Et donc là, les prochains à venir, ça va être le 24-10. Donc en général, on met, mais c'est vraiment entre midi et 2. Donc répercussion des violences conjugales sur l'enfant. Et donc réalisé par une psychologue qui travaille à la Maison des femmes de Saint-Denis. Et ensuite, le 15 novembre, réalisé par Solipam sur hébergement et précarité. Et voilà, on a encore plein d'autres sujets et c'est la même chose que pour les suggestions de formation. Si vous avez des idées, des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous souhaitez aborder lors de webinaires. Et ensuite, donc organiser... Oui. On en a une de suggestion là dans les commentaires, on la reprendra. Ça va très bien. Et ensuite, donc, dans les événements que le réseau va organiser, le 29 septembre, c'est la soirée des échographistes. Donc, c'est les échographistes dont je vous parlais, ceux qui sont identifiés sur le réseau et qui font des échographies du premier trimestre. Voilà. Et séminaire Solipam, c'est tout un séminaire, donc le 11 octobre. Mais oui, mais c'est le moment justement de vous faire de la pub parce qu'il y a très, très peu d'inscrits. Donc, le séminaire Solipam, donc on co-organise avec eux. Le titre du séminaire, c'est Repérage précoce, orientation et accompagnement des femmes enceintes en situation de précarité. Toujours la même idée que formation, suivi grossesse, regard croisé. En fait, c'est vraiment de réunir tous ceux qui travaillent dans le champ de la périnate, dans le médico-psycho-social et voilà, et de travailler ensemble et de proposer une prise en charge globale des patientes. Donc, n'hésitez pas, c'est donc une journée, 11 octobre, ça va être fait cette journée-là à la maison à la MDS de Chelles. Ensuite, il y a une journée de stage, une demi-journée de stage. Et ensuite, la journée où on réunit tout le monde, c'est le 19 janvier. Donc voilà, mais avec le PowerPoint, peut-être on pourra vous faire suivre le flyer. Ouais. Et ensuite, le 24 novembre, la journée des réseaux de santé franciliens. Et en 2024, probablement, une journée sur la prématurité. Oui, en fait, on a fait ça, mais ça s'est arrêté avec le Covid, en fait. On aimait bien organiser ça, surtout dans les petits coins. Enfin, par exemple, un mot, on avait fait ça en 2018. C'est une journée où on a plein de stands avec les partenaires. Donc, il y a la PMI, la CAF, les associations. Et on invite, en fait, tous les parents, en fait, d'enfants prématurés qui sont sortis de la néonate, du secteur, à venir nous rejoindre. Et voilà, on tient plein de stands, et c'est un moment qui est très sympa et très convivial, où enfin on voit nos familles, parce que c'est vrai que sinon c'est un peu frustrant de les avoir qu'au téléphone. Et voilà, c'est très sympa. Donc n'hésitez pas, quand on la réorganisera, si ça vous intéresse d'y participer, à nous faire savoir. 2024, ce sera probablement sur le 77. Et si là, il y a des collègues de mots, elles y ont peut-être même déjà participé en 2018. Donc bonjour aux filles. Voilà. Probablement qu'en 2020, non, on a mis 2024, 2023.
Complètement, c'est vrai qu'on se projette C'était loin. voir s'il y avait des gens qui suivaient, bon, a priori, il n'y a que nous. Et 2023, on aura également sûrement une journée autour de l'oralité. Ça fait longtemps que j'en parle, mais ça y est, elle s'organise. Et tout le monde sera invité sur les troubles de l'oralité chez l'enfant prématuré. Donc, on vous tiendra informé pour ceux que ça intéresse. Et probablement le dernier socle de formation des médecins, parce qu'évidemment, pour mener à bien nos missions, il faut qu'on harmonise un peu les pratiques de tout le monde et qu'on offre des formations en d'où l'organisation de toutes ces formations, qui sont évidemment gratuites. On vous encourage très vivement à adhérer au réseau pour être au courant de toute l'organisation de ces journées. Voilà. Et ensuite, une fois par an, on organise une journée scientifique. L'idée, c'est de reprendre des dossiers où plusieurs professionnels et de l'hôpital de la ville se sont occupés et qui ont eu beaucoup de problématiques. Alors, avant, c'était revue de mortalité, mais là, maintenant, c'est vraiment des sujets, des dossiers où les professionnels de santé souhaitent qu'on rediscute. Et voilà, et Aurélie. Je vais finir sur nos outils réseau et communication. Donc, nous avons des plaquettes qui représentent effectivement nos activités, donc l'entretien prénatal, le suivi du nouveau-né et les étapes du parcours de grossesse. Donc, si jamais vous souhaitez en disposer, n'hésitez pas à nous le signaler sur notre site internet ou même directement par mail pour qu'on vous en envoie. Oui, pour la suite. Voilà, donc nous, on communique via notre site internet. On a un accès grand public et un accès professionnel. Donc, l'accès professionnel, vous l'avez dès que vous adhérez au réseau. Sur l'accès professionnel, vous y retrouverez les protocoles partagés ville-hôpital, les protocoles hospitaliers, les agendas sur les formations qui sont dédiées aux professionnels et les événements, et les annuaires qui sont spécifiques, notamment tout ce qui est orientation sur les violences faites aux femmes et la psychopathologie périnatale. Nous avons également une newsletter que nous envoyons une fois par mois, où on vous transmet donc du coup tous les événements qui sont organisés par le réseau, les actualités qui peuvent toucher. On essaye aussi de mettre en avant des initiatives locales et toute notre offre de formation. Et bien entendu, nous avons nos réseaux sociaux. Donc, nous avons une page Facebook et une page LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. Ça vous permettra effectivement de vous tenir informés de nos événements et de ceux de nos partenaires. Et enfin... Pardon, non, mais oui, parce qu'on vient de voir, on va vous passer la diapo après. Suivant. Voilà, donc l'accueil public, donc on a effectivement l'accès pro. Tout ce qui est un café, le réseau et vous sont disponibles depuis l'accès grand public. Donc, si vous souhaitez aller voir comment c'est fait pour vous donner envie d'adhérer au réseau, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Je peux passer, Julie. Donc voilà, vous voyez, quand vous êtes sur... ça, ce sont tous nos outils qu'on vous présente, l'agenda, les outils réseau et l'annuaire. Donc, on essaye de faire un gros travail de mise à jour de l'annuaire pour avoir toutes les ressources disponibles sur notre territoire. Par contre, l'annuaire, on a des petits soucis. Là, il n'est pas oui, vraiment voilà, malheureusement. Et juste ce que je demanderais, c'est que dedans, il y a la liste des médecins pilotes. Je ne veux absolument pas que cette liste soit diffusée aux familles. La famille n'a pas accès, nos familles n'ont pas accès au côté pro de ce site. Et je réinsiste parce que nos médecins pilotes sont vraiment... ils ne veulent pas être sursollicités. Donc, tout patient qui arrive chez eux, en fait, on leur demande avant leur accord. Les cas ne prennent plus de nouveaux patients aussi. Donc, du coup, ne pas leur orienter comme ça des familles sous prétexte qu'ils soient médecins pilotes. Il y a d'autres pédiatres qui sont très bien aussi, qui ne font pas forcément du réseau, mais qui restent très bien. Je permets d'insister là-dessus. Voilà, les différents outils que vous pouvez retrouver. Eh bien, merci à toutes les quatre. Vous êtes arrivés à la fin, c'est ça, de la présentation? Et là, il manque juste la fin sur comment adhérer au réseau. Allez-y. Voilà, donc adhérer au réseau, comment ça fonctionne? Donc, ça vous permet effectivement d'accéder à tous nos outils, les newsletters, les formations, les événements qui sont gratuits et de bénéficier en cas de besoin d'appui et d'expertise du réseau. J'ai vu une question sur les thématiques prévention obésité. On travaille sur un article 51 sur une autre localité, mais
ça peut être suivi justement pour donner d'autres idées. Donc voilà, ça c'est tout notre travail d'expertise de réseau. Comment adhérer au réseau? Donc c'est vraiment très simple hein, sur la page grand public. Tout en bas, vous avez un accès professionnel. C'est gratuit pour les professionnels de nos structures adhérentes et sinon c'est 10 € pour les libéraux. Et ça nécessite juste la signature de la charte et ensuite vous avez accès à tout. Je crois qu'on a fini. Voilà.